puis Benjamin Lubzinski. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes psychothérapeute, psychologue, vous proposez diverses thérapies, des thérapies parfois un peu spécifiques, alors j'ai vu sur votre site, timidité et manque de confiance en soi, accompagnement d'un régime. Oui, tout à fait. Alors ce sont des thérapies qui sont des thérapies brèves, donc généralement sur des horizons thérapeutiques courts, d'une dizaine de consultations. Ce sont des thérapies qui sont très actives, où il y a ce qu'on appelle les prescriptions de tâches, sont des exercices à faire de thérapie, de consultation en consultation, et qui permettent de tenir justement des distances courtes. Et ça intéresse spécifiquement beaucoup les adolescents et les jeunes qui appellent des complexes, aux phobies, aux dépressions. Et le but est de le résoudre sur des temps très courts, d'être le plus efficace possible. Est-ce que on se sent rejeté parce qu'on est complexé, ou est-ce qu'on est complexé parce qu'on se sent rejeté? Bonne question. Je crois que vraiment les deux se nourrissent, c'est-à-dire que quand on développe un complexe, on se voit différemment de ce que les autres peuvent nous voir, on se sent différent, donc on va avoir une relation aux autres plus difficile, ce qui fait qu'on va avoir tendance à s'isoler. On va le percevoir comme une sorte de rejet, et les deux vont se nourrir, le rejet, le complexe, et puis ça va s'installer, ou comme madame disait, au fur et à mesure ça va disparaître, la première petite amie, le premier petit ami, et finalement on commence à s'accepter de mieux en mieux, que ce soit un nez qui ne nous plaît pas, un petit peu de poids en trop ou en moins, et ça va devenir de plus en plus facile, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a une interaction entre le milieu, les amis, et sa propre perception qu'on a du complexe. On a entendu les pieds, la timidité, les hanches, bon ça revient, beaucoup de choses comme ça. Le fait de jamais être satisfait, d'être toujours en recherche de perfection, d'image, est-ce que c'est très actuel ça? Surtout avec la société d'aujourd'hui, c'est normal. On s'identifie tout le temps aux autres, c'est normal. On s'identifie aux autres? Ah oui, oui. Enfin, quand on est jeune surtout. Et pourtant les autres, ils sont pas forcément non, parfaits. mais justement, pendant les années collège, on pense toujours à ceux qui sont, entre guillemets, populaires, quoi. Et puis on se dit, nous on l'est pas, et voilà, quoi. Et puis on peut aussi se comparer aux stars, aux filles complètement filiformes. Et ce qui est très étonnant, c'est que par exemple on retrouve beaucoup de jeunes femmes qui se plaignent de leurs hanches, alors que c'est un attribut féminin tout à fait normal d'avoir des hanches, de la poitrine. Et évidemment, si elles se comparent aux jeunes filles des magazines, elles vont se trouver trop grosses, de trop grandes hanches, et ne pas aimer leur propre physique. Mais je crois que c'est quelque chose de très très culturel, et qu'on est dans une société qui n'a jamais été aussi complexée, aussi soucieuse de son image, de son apparence et de ce qu'elle donne à voir aux autres. Tu es d'accord, Linda? Tout à fait. Ouais. Toi aussi, tu as l'impression d'être influencée par les magazines, les pubs? Pas ça, mais aujourd'hui on voit que des pubs perdre du poids, comment perdre du poids, mais on ne se met pas dans la peau de celles qui sont plus minces qui veulent prendre du poids. Il y en a pas mal quand même. Et c'est vrai que voilà, quoi, ça nous gêne en fait. Ça te gêne? Quand on dit aux gens ouais j'ai envie de prendre du poids, ils nous disent mais t'es folle, tout le monde va en perdre et toi tu vas en prendre. C'est ça en fait. On n'est jamais content de ce qu'on a en fait, c'est ça. C'est vrai qu'on n'est jamais content de ce qu'on a. Alors, on va revenir un petit peu ensemble sur la notion de complexe, parce que c'est complexe, j'allais dire. C'est vrai, c'est pas évident. Alors, par exemple, pour le pédopsychiatre Xavier Pomeroy, il nous dit « Je n'aime pas beaucoup parler de complexe tel qu'il est utilisé dans le vocabulaire courant. Il est gros, il a des complexes. Je préfère parler d'angoisse ou de phobie, parce que souvent les complexes reposent sur une fausse image de soi qui ne correspond pas à la réalité. » Et puis après, il rajoute « Ce qui est important, c'est de diagnostiquer ce que le sujet met derrière, manque-t-il d'estime personnelle. » Donc en gros, on peut être complexé alors qu'on n'est pas ni gros ni mince. Par contre, c'est souvent un manque d'estime de soi. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, moi je suis assez d'accord. C'est vrai que quand on manque de confiance en soi, quand on se sent mal, l'adolescence c'est une période généralement où on connaît beaucoup de difficultés, on va se focaliser sur un point particulier, un défaut que l'on se trouve, qui n'est pas forcément réel d'ailleurs. Ça peut être un défaut très léger, où on peut le considérer, être la seule personne à le considérer comme un défaut, mais finalement, le plus souvent le complexe, de quoi il témoigne? Simplement d'un mal-vivre, d'un manque de confiance, d'une difficulté à s'intégrer, à trouver une petite amie, un petit ami, et on va complexer sur un point en particulier.
Donc c'est vrai, je trouve ça très intéressant ce qu'il dit, c'est souvent le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi qui précède le complexe. Et puis on voit parfois qu'un complexe va se déplacer, c'est-à-dire qu'une personne va avoir complexé un moment sur ses hanches, un moment sur son nez, un moment sur sa culture. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a beaucoup de manque de confiance en soi, de rumination. Et c'est généralement ça ce qu'il faut soigner plutôt que le complexe. Vous êtes d'accord aussi avec la notion de décalage entre la réalité? Moi j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu penses qu'il y a des complexes qui sont pathologiques et d'autres qui sont non pathologiques? Et dans ces cas-là, comment tu réussis ou comment tu estimes qu'il faut fouiller un peu la question et faire la part des choses? Alors, pour moi, que le complexe soit réel, c'est-à-dire par exemple toi tu reçois des personnes qui peuvent avoir de vrais défauts physiques, des choses, des imperfections, un bec de lièvre, ou que ce soit un défaut qui soit un défaut que l'on s'imagine, qu'on se représente, la personne qui ressent ce complexe, la difficulté qu'elle a est exactement la même. Il ne faut pas culpabiliser parce qu'on a un complexe sur quelque chose qui ne serait pas réel. Par exemple, cette jeune fille parlait tout à l'heure de sa difficulté à prendre le poids. C'est un peu comme si on interdisait dans notre société de prendre du poids. Comme si non seulement tu avais un complexe, mais qu'en plus tu n'avais pas le droit d'avoir ce complexe. Le miroir est vraiment une épreuve pour quelqu'un qui a un complexe, parce que quand il se voit devant le miroir, il se voit sans expression, il voit juste une partie de lui, il va focaliser uniquement sur son défaut. Et oublier qu'une personne, c'est un charme, c'est un physique en entier, focaliser uniquement sur ce qui ne va pas. Et c'est vrai que la plupart des gens, face à leur miroir, c'est le matin, ça leur rappelle leur complexe, leurs difficultés, que c'est souvent un passage vraiment très difficile. Mais c'est difficile pour tout le monde, enfin pour la plupart des gens. Oh, c'est difficile pour la plupart des gens, c'est vrai, mais particulièrement pour des gens qui ont des complexes, parce qu'ils vont focaliser, essayer de jouer avec ça et avec leurs défauts, et toute leur journée va être en quelque sorte teintée par cette peur. Et c'est vrai que ce moment clé, par exemple, dont tu parlais, se voir dans le miroir, aller s'habiller, essayer de trouver des vêtements à sa taille, des vêtements qui vous vont, se comparer aux autres. Il y a beaucoup de moments qui vous rappellent votre complexe, qui fait que ça va vous pourrir la vie, quoi. Ça va être un petit rappel comme ça en permanence. J'ai ça qui va pas, j'ai ça qui va pas. D'où l'isolement, ou le manque de confiance en soi, ou la timidité qui naît. Et c'est vrai que cette histoire de l'image, de la façon dont on se voit, est très très importante. On a bien vu donc que un complexe peut engendrer un autre complexe, qu'il y a aussi donc des complexes qui sont vraiment liés à cette période d'adolescence, et puis des complexes qui sont d'origine psychique ou pathologique. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut essayer de vivre avec, de les surmonter, ou en tout cas de les gérer un minimum. Alors justement, pour surmonter ces complexes, pour Marie-Bernard Chicot, elle était toute petite, elle faisait 1m40, elle dit « Toute ma vie j'ai souffert de ma petite taille, les petits sont perçus comme moins intelligents que les autres. » Elle dit « L'amour est le meilleur remède, l'essentiel est de s'aimer soi-même. » Alors là je me tourne à nouveau vers vous, mais comment s'aimer soi-même ? Ça c'est une quête qui est assez difficile. Ce qui est plus facilement réalisable dans un premier temps, quand un patient arrive, c'est de faire en sorte qu'il arrête d'avoir ce questionnement intérieur, d'arrêter de se dévaloriser en permanence. Ce qui est plus facile, c'est de baisser également le stress que la personne peut ressentir vis-à-vis de son complexe, vis-à-vis de son environnement. Et cet amour, on va dire, c'est quelque chose qu'on recherche toute sa vie. Qui peut vraiment dire « Ah, je m'aime, je m'adore », c'est quelque chose qui est vraiment rare. Et vous verrez, enfin, je ne sais pas, sauf quelques personnes bien heureuses, personne arrive à dire qu'on s'aime vraiment, mais s'apprécier à peu près, ou en tout cas ne pas trop y penser, se dire « Bon, j'ai quelques kilos en trop, quelques kilos en moins, j'ai mon nez qui est comme ceci, comme cela, mes hanches, bon. » Et puis zut, pour être poli, il y a une autre expression, et puis merde, quoi, concrètement. Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que ça m'empêche d'être aimé? Est-ce que ça m'empêche de me faire des amis? Est-ce que ça m'empêche de vivre? Et finalement, à défaut de s'aimer, s'accepter à peu près. Et je dirais pas s'aimer, mais s'aimer bien, plutôt. Alors quel rôle doivent avoir les parents par rapport à un enfant qui serait complexé, soit par rapport à un frère ou une sœur, soit pour d'autres raisons d'ailleurs? Les parents, qu'est-ce qu'ils peuvent... La place des parents est toujours un petit peu difficile, parce que si votre mère ou votre père vous dit « Mais si, t'es beau, mais si, t'es magnifique, t'es le plus fort, t'es le plus intelligent », qu'est-ce que vous allez vous dire? Exactement le contraire, vous mettre au contraire à manquer de confiance en soi. La place des parents est difficile, on va dire, les entourer,
les accepter, leur permettre de se sentir bien et puis leur permettre de faire les expériences qui leur permettront de s'affirmer. Ça peut être aussi bête que aller en camp de vacances par exemple pour quelqu'un qui est timide ou éventuellement consulter un psy, ça va dépendre. Être simplement à l'écoute de ses enfants, ne pas sous-estimer quand il y a un problème, ne pas en faire trop comme disait madame non plus et simplement avoir, on va dire, une écoute. Vous travaillez sur quel type de complexe? On a entendu donc la timidité, la confiance en soi, mais ça se passe comment concrètement? Alors ça va déjà être très variable. Vraiment, il y a autant de complexes que de personnes. Il y a certains complexes qu'on retrouve qui sont vraiment très généraux, sur les seins, sur les hanches, sur le surpoids ou le manque de poids. Et puis, chaque personne va pouvoir développer un complexe particulier ou plusieurs complexes. Alors, comment est-ce qu'on travaille? Généralement, la première chose, ça va être de travailler sur des outils de relaxation, on en a parlé tout à l'heure, pour permettre de se sentir plus calme et déjà apporter un soulagement par rapport à sa difficulté. Parce que si on se sent plus relaxé, on ira plus facilement vers les autres, on s'adaptera mieux et on se sentira de manière générale mieux dans sa peau. Ensuite, on va pouvoir travailler sur les différentes pensées que les gens ont. On a des outils qui sont tirés par exemple de la thérapie systémique qui sont très intéressants pour bloquer les ruminations qu'on peut se faire sur un sujet. Et puis on va continuer le travail avec différents outils très concrets comme ça, de consultation en consultation, toujours adapté à la demande du patient, toujours très précis et généralement on a des améliorations assez rapidement.